si tu ne prends pas des risques, tu ne te donnes aucune chance d'avoir de la chance. Et tu ne mérites pas d'en avoir. Voilà. Donc, l'entrepreneur, c'est quelqu'un qui prend des risques, mais c'est juste parce qu'il est meilleur en maths que les autres. Il a compris qu'on ne perdait pas dans chaque risque qu'on prenait, qu'on avait des chances de gagner, et qu'en fait, on gagne plus souvent qu'on perd. Voilà. Donc, c'est quelqu'un qui a compris la mécanique des risques, qui a compris la complexité du monde, et qui a compris que sa liberté allait être le moteur de son succès. Bonjour à tous, c'est Julien Hatton et bienvenue dans Comment t'as fait, le podcast qui vous fait gagner des années d'expérience entrepreneuriale. Si vous êtes entrepreneur ou souhaitez le devenir et que vous cherchez à comprendre comment celles et ceux qui entreprennent ont fait, ce podcast est pour vous. C'est parti. Bonjour chers auditrices, chers auditeurs. Aujourd'hui pour ce nouvel épisode du podcast Comment t'as fait, les rencontres d'entrepreneurs, j'ai le plaisir d'accueillir Frédéric Lanier, fondateur et CEO de Pentalog, la plateforme de services IT qui accompagne les entreprises dans leur transformation digitale en fournissant des ingénieurs et des développeurs de classe mondiale. Salut Frédéric. Salut. Alors bienvenue sur Comment t'as fait. Je suis ravi d'échanger avec toi aujourd'hui. On se connaît maintenant depuis des années. Pendant l'heure à venir, on va revenir sur ton parcours, ton expérience entrepreneuriale et je dois dire qu'elle est impressionnante. Tu es l'un des fondateurs de Pentalog, entreprise créée à Orléans en 1993, qui aujourd'hui compte plus de 1300 ingénieurs dans le monde, à la base sur un modèle d'agence de communication, avant d'évoluer vers une dimension plus IT, on en discutera justement. Dans cet épisode, on va parler ensemble de comment tu as fait pour faire passer une boîte créée par 5 amis à la sortie de leurs études à une boîte de plus de 1300 personnes, ingénieurs répartis dans le monde. On évoquera les hauts et les bas du parcours, les challenges rencontrés, les boosters aussi, enfin, quelle était la stratégie pour faire ce saut de performance. On évoquera l'international, la relation entre associés, l'attachement au territoire, les moyens humains et financiers nécessaires pour connaître une belle croissance. On abordera ensemble aussi les apprentissages de chef d'entreprise, tes autres activités ou investissements, la vente de Pentalog à Globant, où tu en es aujourd'hui et où est-ce que tu vas maintenant. Pour structurer notre échange, je propose 3 chapitres. Le premier, c'est comment tu as fait pour passer d'étudiant à entrepreneur en 93 ? Comment tu as fait pour passer d'une agence de com de 5 amis à une plateforme mondiale de services digitaux de plus de 1300 personnes ? Et enfin, comment tu as fait pour vendre ta société et c'est quoi la suite pour toi ? Ok pour toi ? C'est parfait. Eh bien écoute, super. Alors avant de commencer, juste un message pour vous, chères auditrices, chers auditeurs. Si vous êtes fan d'entrepreneuriat et si vous souhaitez gagner des années d'expérience, inscrivez-vous à la newsletter sur commenttafait.fr. Grâce aux épisodes publiés chaque semaine, en 1 heure d'écoute, vous gagnerez des années d'expérience pour vous aider, que vous soyez entrepreneur ou que vous cherchiez à le devenir. Pour ceux qui n'ont pas le temps ou qui sont plus papier, je vous invite à vous procurer le livre Comment t'as fait, cette synthèse des 80 premiers épisodes qui vous fera gagner aussi des années d'expérience. Fini pour l'instant promo. Frédéric, c'est à toi. Est-ce que tu peux, de manière libre, te présenter en 2-3 minutes, voilà, qui tu es ? Écoute, aujourd'hui... qui je suis entrepreneurialement parlant. En fait, je suis assez jeune pour avoir 30 ans d'expérience d'entrepreneuriat, c'est-à-dire que ça me permet de dire que je suis jeune. C'est vrai. Et puisqu'en fait, voilà, j'ai commencé effectivement à 23 ans. Donc, je suis dans la cinquantaine. Je suis quelqu'un qui effectivement a connu une passion pour la création toute sa vie. Je pense que je suis quelqu'un d'assez créatif en règle générale. Et la manière dont je vis aujourd'hui, eh bien écoute, je suis un Parisien. Je vis en France. Je suis toujours aussi passionné de ce que je fais dans l'univers de l'innovation et de la technologie. Ça n'a jamais changé, ça m'a jamais quitté. Je suis passionné également de design de service. Je suis passionné de l'univers automobile, ce qui est assez curieux parce que je suis aussi passionné d'écologie. Alors ça peut être contradictoire, mais je suis passionné de tout ce qu'on a à faire en fait autour de ces sujets. Et c'est en cela que mon parcours entrepreneurial, finalement, l'entrepreneuriat, c'est une manière de résoudre des problèmes, de résoudre des contradictions, etc. Et donc, en fait, je pense que ma personnalité pouvait mal s'accommoder de quelque chose d'autre que d'être entrepreneur. Ok, bah écoute, merci pour cette présentation libre. Il y a plein de choses dans ce que tu as dit qu'on va creuser ensemble, justement, sur tes convictions, mais aussi sur ton expérience. On va focaliser principalement sur Pentalog, qui est l'entreprise que tu as créée en 93. Et donc, pour cette première partie, ce premier chapitre, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'arriver à comprendre, faire un peu un flashback, qui est le Frédéric de 93 qui décide à la sortie de ses études de se lancer. Tu as suivi quoi comme études ? Pourquoi tu te lances à ce moment-là ?
Est-ce que tu as toujours voulu être entrepreneur ou ça t'est tombé un peu par hasard à ce moment-là? Je pense que j'ai toujours, je vais répondre à la dernière question d'abord, Vas-y. je pense que j'ai toujours voulu être entrepreneur. Par contre, éventuellement, il y a eu des périodes où je ne le savais pas, je pense qu'il y a eu une période de ma vie où je ne le savais pas, et puis une période de ma vie à partir de laquelle c'est devenu une évidence. C'est-à-dire que je pense que pendant que je fais mes études, je sais que je veux devenir entrepreneur. Je pense que pendant le lycée, ça m'a gratté déjà un petit peu, il y a des petites choses qui montrent que c'était le sujet qui me démangeait, mais je savais pas comment ça s'appelait, je savais pas, voilà. En revanche dans les études, oui, ça devient extrêmement clair à ce moment-là. Et le Frédéric de cette époque-là, c'est quelqu'un d'assez fêtard, c'est pas un étudiant forcément modèle, c'était pas un lycéen modèle non plus, rarement premier de la classe, probablement jamais même. Et maintenant j'y pense. Non, pas de regret. On est voilà, c'est surtout pas. En revanche, ce qui m'intéresse. Voilà, ce qui m'intéresse, ça m'intéresse à fond. Tu vas à fond, tu creuses le sujet. C'était comme ça que ça se passait. C'est-à-dire que le jour où je découvre la photographie, je vais à fond dedans. Le jour où en fait je découvre ce que c'est que la création d'entreprise, je vais aller à fond dedans. Et je dirais que... alors, tu m'as posé la question aussi de mes études. Mes études, elles, par contre, c'était plus un hasard, parce que comme j'étais pas un brillant étudiant, j'ai fait un petit peu ce que je pouvais faire à ce moment-là. Par contre, en revanche, je l'ai valorisé derrière. Voilà, donc j'étais orléanais, comme tu l'as dit, donc je me suis retrouvé à l'université d'Orléans dans une filière qui s'appelait AES, ça voulait dire Administration économique et sociale. Je ne sais pas si ça existe encore en tant que tel. Mais j'y ai fait plus de marketing et de finance que d'autres choses. J'ai pas fait beaucoup d'administration. Moi. Quoi dans cette Ouais, tu faisais un peu de sciences économiques, un peu de droit des affaires, et puis de la finance. Et disons que c'est plutôt moi sur une partie plus finance et plus commerce / marketing que je me suis développé et que pour le coup j'ai creusé encore. J'ai été passionné de marketing par exemple dans mes études. Voilà. Ok, donc là, tu as commencé à toucher quand même à une vision 360 de ce que peut être une entreprise ou une institution, une organisation. Ça avait ce mérite. Voilà, ça avait ce mérite. Mais de là, après, à créer une boîte, tout de suite à la sortie des études, quel a été le déclic? Tu dis, du jour où j'ai compris que la création d'entreprise m'intéressait, je suis allé à fond. Tu te souviens de ce moment-là ou de ce... Alors, je crois qu'il y a eu plusieurs moments au travers des études, à partir de la deuxième année, en licence, en maîtrise, où je crée des choses. En fait, déjà, je crée des choses, je crée des petits... des pré-concepts entrepreneuriaux que je fais sous forme d'associations, de choses comme ça. Je crée même à un moment donné une association qui s'appelle Publi5, on peut le dire maintenant. Le but était de pas tout à fait d'être à but non lucratif, mais on ne savait pas qu'on pouvait faire autre chose. À cette époque-là, on ne pouvait pas être étudiant et entrepreneur. Donc en fait, on crée avec quelques-uns cette association, on l'appelle Publi5 juste pour être avant Publicis. J'allais te dire, est-ce qu'il y a un lien entre les deux? Oui, il y a. Et donc c'est une première ébauche d'entreprise de communication finalement qui se cache derrière ça. Il y en a eu une autre avant, enfin voilà, c'était... Et 5 parce que vous étiez 5. On était 5, ouais. On était 5 qui se retrouvent dans Pentalogue ou c'est ça, le Penta de Pentalogue ou les Publi5, c'est les mêmes personnes. D'accord. Voilà. Okay. Et donc, ce sont des gens que j'ai rencontrés soit au lycée, soit à la fac, 3 garçons, 2 filles, et c'est ça la base de la base. Mais vous n'avez pas fait les mêmes études? Non, pas tous. Il y en a 3 qui ont fait les mêmes et 2 qui avaient fait autre chose. Voilà. D'accord, ok. Mais alors, en lien avec la communication ou pas Les deux autres, pas du tout. Une science économique et un histoire, donc pas vraiment lié à l'univers de la communication. En fait, c'est les 3 qui étaient en AES qui étaient le plus liés à cet univers-là de comment faire fonctionner des organisations et la communication joue un rôle là-dedans. Ok, bon, on va revenir là-dessus sur justement comment vous associez et comment vous décidez quelque part de vous lancer. Si on revient toi du coup sur ton parcours, donc tu fais ces expériences en parallèle des études et là vient l'idée de créer justement une entreprise. Est-ce que tu avais autour de toi déjà des modèles entrepreneuriaux, des gens qui t'avaient incité ou ouvert l'esprit sur le sujet ou pas du tout? Alors très directement non. Si on va un petit peu plus loin, qu'on développe un peu, non, c'est vrai que j'en ai pas dans ma famille proche. C'est pas quelque chose qui existe à ce moment-là. En revanche,
il y a un modèle très lointain dans la famille d'un grand-oncle qui avait acheté un restaurant pendant qu'il faisait son service militaire. On te parle de ça. C'est des histoires en fait un peu romanesques. Tu te projettes avant la guerre, tu te dis, le mec, il sort de sa campagne, il a rien, et il vient dans sa campagne du fin fond de la Sologne, et il achète un resto à Orléans, tu vois, pendant qu'il fait son service militaire alors qu'il n'a pas d'argent. Ça sera le petit côté, ma famille va aimer que j'ai cité ça, je suppose. Je le cite pas tous les jours. Et puis par ailleurs, en fait, mon père est quelqu'un de très inspirant pour moi. Lui, il a été salarié, mais par contre, vraiment, il a fait du business. Et il a été dans des environnements où on faisait, en plus en technologie, où on faisait de belles affaires. Donc c'est quelque chose que je voyais se construire, j'écoutais, voilà, ça constituait pas un enseignement au sens école de commerce, mais par contre c'était disponible juste à côté de moi, et c'est probablement pas indifférent à la suite. Voilà. Ok, bah écoute, très clair. Par rapport du coup maintenant à cette création d'entreprise, donc tu dis on est parti à 5 amis, tous pas forcément en lien avec justement le concept initial de l'entreprise, donc la communication. Comment à un moment donné tu réunis ces 5 personnes? Est-ce que c'est toi d'ailleurs qui a impulsé ça, ou est-ce que c'est venu, j'en sais rien, au cours d'une soirée ou autre, tu vois, de se dire à 5 on y va et on va sur telle activité, alors qu'il y en a qui n'ont pas le diplôme pour, ou en tout cas l'appétence pour au départ? Ça peut être le postulat. Comment ça s'est fait? Je pense que ce groupe, d'abord les trois garçons en premier, ça faisait, enfin, on s'aimait beaucoup, on était extrêmement proches, c'était mes meilleurs potes. Donc il y avait un côté, si je fais quelque chose, c'est avec eux. Mais quoi, à la limite, c'était secondaire. Et puis quand les deux filles sont arrivées, c'était pareil. Il y avait Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il y avait cet intérêt pour ce sujet de la communication. J'ai eu quelques très, très, très bons profs, je dois dire, à l'Université d'Orléans, dans ces sujets-là, autour de l'univers de ce qu'on appelle aujourd'hui le go-to-market, c'est-à-dire depuis la base du commencement, juste après, comment on va vendre un produit après qu'il existe, jusqu'à l'acte de vente finale. J'ai eu vraiment de super profs là-dessus, là-bas. C'était très inspirant. Ouais. Mais curieusement, c'est pas là-dessus qu'on va partir. C'est pas sur la communication des entreprises qu'on va partir. C'est sur celle des collectivités territoriales et de l'État. Donc en fait, alors que c'est pourtant la partie qui, moi, probablement m'intéresse le plus, on fait quelque chose de différent. Je pense que ça nécessiterait probablement une ou deux séances chez le psy pour savoir pourquoi. Et en plus, j'ai oublié. Mais pourquoi on est parti là-dessus? Non, on est parti d'une espèce d'étude, ça y est, je me souviens. On est parti d'une espèce d'étude qui était que on avait regardé où est-ce que des gens sans expérience pouvaient percer tout de suite, faire quelque chose, obtenir de l'adhésion extrêmement vite. Et donc, en fait, on s'est rendu compte que, en particulier, les collectivités locales n'avaient peu ou pas de services communication. Et que les entreprises, par ailleurs, les entreprises de communication établies, allaient faire le plus gros de leur chiffre d'affaires vers des entreprises structurées, conséquentes, etc. Donc, en fait, on a vu un petit terrain là où en fait il y avait un manque de moyens considérable pour faire de la communication, tout en ayant naturellement des besoins à l'égard de leur population. Donc en fait c'est pour ça probablement, non c'est pas tant que ça de l'ordre de la psychanalyse. Ouais, non, mais c'est intéressant l'approche, que si moi je remets par rapport à mon expérience, c'était la même chose. C'est comment... T'as eu presque la même, toi. À peu près la même, à peu près similaire. Quelques années plus tard. Bon voilà, on n'est pas 1300 encore aujourd'hui, mais écoute, peut-être un jour on verra. Voilà. Mais cette question de dire comment à 23 ans, quand tu te lances, t'arrives à quand même aller chercher une niche, ou en tout cas un segment de clientèle que les autres peuvent pas trouver ou n'adressent pas. Donc c'était la démarche que vous avez. C'était ça, oui, tout à fait. Ok. Donc là, vous créez cette agence à Orléans. Comment ça se passe les débuts pour 5 associés, pour répartir les rôles, les parts, et puis surtout ce qu'on disait, là toi tu as une approche quand même où tu étudies un marché, donc il y a la notion de marketing qui on sent une appétence, mais derrière structurer une entreprise, l'organiser, personne n'a fait d'école de commerce, personne en tout cas dans les associés visiblement n'avait d'entrepreneurs autour de soi, de ce que tu disais. Donc comment vous avez fait pour structurer ça au départ?
Voilà, je confirme, effectivement, il n'y avait pas d'entrepreneurs autour de nous pour donner le moindre, pour réellement donner des conseils sur la structuration du capital ou des choses comme ça. Donc en fait, on a eu la chance, je pense, pour la plupart, qu'aucun des parents, ce qui sur 5, en plus s'associer à 5, c'est faut oser quand même. Ouais, c'est large. Hein. Surtout pour une première. Et donc, il y a globalement les parents, à l'exception d'un petit peu, mais les parents suivent, trouvent que c'est plutôt sympa ce qu'on a dans la tête. Moi, mes parents, à moi, vont même me donner quelques je sais plus la somme, mais c'était en francs, c'était une petite somme. Vu d'aujourd'hui, c'était une petite somme. Et puis, vu de l'expérience qu'on avait, ça pouvait pas être, c'était pas 1 million de francs, quoi. Voilà. Donc, ça nous a aidés. Je pense qu'on l'a réparti. Je crois me souvenir qu'on l'a. Je sais plus comment on l'a réparti au départ. Je sais plus te dire. Ça a été tellement rebattu par des faits capitalistiques derrière que je me souviens plus si on était à part égale ou pas. On n'était pas loin de ça. On était en gros à part égale. Tu m'as posé la question tout à l'heure sur comment ça s'articulait entre nous. C'est vrai que c'était beaucoup autour de le fait de pousser vers cette idée. C'était beaucoup autour de ma personnalité que ça se passait, mais avec une facilité entre nous tous, ce qui était facile. Ce qui n'était pas évident, c'était de savoir quel rôle on devait tenir, parce qu'on ne connaissait pas, on savait pas. Tu découvrais. Ouais, on ne sait même pas à quoi individuellement on était bon. Et d'ailleurs, par exemple, me concernant, je crois qu'on décide au début que je suis graphiste et je m'occupe du marketing de la boîte, un truc comme ça, tu vois. Alors qu'évidemment, je suis un vendeur. Et en fait, ça va mettre... Et c'est pas moi qui fais les premiers kilomètres en voiture pour aller faire ça. Il va falloir plusieurs mois pour s'apercevoir de ça. Parce que quand tu es très jeune, et s'il y a une idée à passer, c'est qu'on ne se connaît pas. On ne se connaît pas, on a des envies, on a des rêves. Moi, comme je faisais de la photo, je voulais être derrière le Mac à faire du Photoshop, tu vois. Et en plus, c'était tout neuf, ce truc-là. Donc, c'était pour ça. Mais en fait, en réalité, mes compétences étaient autres que celles que j'imaginais. Voilà. Ok. Bon, écoute, super intéressant de voir comment un projet mûrit, se crée, et on va voir comment il se développe. Avant ça, une dernière question pour cette première partie, c'est, tu as parlé tout à l'heure de Publi 5 et de Pinta 5, etc. Pinta, voilà, de Pentalogue, ça veut dire quoi? Comment vous avez créé le nom? Bon, alors, le nom, il a été créé un soir. Le nom Pentalogue, il a été créé un soir. Voilà, donc on était 5, ça on le savait. On était dans une phase peut-être. Je me souviens que je m'intéressais beaucoup à l'époque à l'univers de la très grande conviction, celle qui fait que les gens suivent des trucs fous. Et je m'étais intéressé à l'appel que faisaient les rois aux croisades. Je me disais, mais comment ils faisaient pour se faire suivre à cette époque-là par tant de monde? Ok, il y avait Dieu avec eux, mais quand même, c'est un petit peu spectaculaire. Et donc, ça m'avait amené à investiguer tout un champ comme ça. Et puis, on est arrivé dans cette exploration-là, je suis arrivé au décalogue, donc Pentalogue. C'était un jeu d'instruction plus réduit que le décalogue, donc probablement plus efficient. C'était pas prétentieux du tout, tu vois. C'était pas du tout prétentieux comme truc. Et je pense que comme on était 5 et qu'il y avait eu les 10 commandements à côté, etc., et qu'on s'intéressait à la puissance, qu'on s'intéressait au phénomène de puissance en communication, je pense que c'est comme ça que c'est plus ou moins arrivé. D'accord. Le nom. Voilà. Ok, bon, c'est une question que je pose à tout le monde, parce que j'aime bien comprendre la genèse du naming de l'entreprise, d'où ça vient, et penser peut-être aussi tout de suite international ou pas? Non, je crois pas. Je crois que ça serait prétentieux de le dire. Peut-être par... j'avais beaucoup de rêves d'Afrique à cette époque-là. Ouais. Voilà, on était plusieurs à avoir sans doute des rêves d'ailleurs. Moi, j'avais beaucoup un rêve d'Afrique. Une des associées également avait des rêves d'Afrique. D'ailleurs, ça a été un des premiers trucs qu'on a fait, puisqu'elle est partie pour faire un livre pour le Conseil général du Loiret là-bas, en Afrique. Mais sinon, je ne crois pas qu'on puisse prétendre qu'à ce moment-là, l'idée internationale... L'idée, à ce moment-là, on est dans le pragmatique. Il faut aller chercher des revenus pour la fin du mois, tu vois. Voilà. Mais des rêves, il y en a, bien sûr. Et puis finalement, très local, si tu parles de collectivité, d'institution, c'est vraiment sur le territoire. Ok. Écoute, merci. On passe à la seconde partie. Comment tu as fait justement cette agence de 5 amis au départ?
pour la transformer et en faire une plateforme mondiale de services digitaux de plus de 1300 personnes. Alors, il y a évidemment plus de 20 ans, presque 30 ans de parcours, on ne pourra pas tout voir en détail. Ouais. Mais l'idée, c'est d'arriver à comprendre qu'est-ce qui, à un moment donné, a fait que vous avez changé de modèle, ou bifurqué, ou fait évoluer le modèle économique vers un autre. Quel a été le déclic, quel était peut-être l'objectif, et puis comment vous avez structuré pour passer des caps. Parce qu'évidemment, de 5 à 1300, il y a eu des étapes. Si tu peux nous faire les grandes lignes. Je dirais, pour synthétiser un petit peu, qu'il y a eu des emmerdes et du rêve. C'est probablement au bout d'un moment que, comme ça commence à cranter, tu peux commencer à rêver. Tu rêves. Ce à quoi on rêve au départ, c'est l'indépendance, c'est le succès, c'est pas très précis. C'est la liberté. Si on n'est pas épris de liberté, je ne pense pas qu'on puisse être un très grand entrepreneur. Et donc, ça, c'est probablement pour la partie rêve. Et puis les emmerdes, en fait, les emmerdes, des fois, sont créatrices. Et c'est tellement souvent. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, faire vivre 5 personnes à Orléans sur les collectivités locales du coin, c'est pas possible. Et donc, alors on étend la zone, on ouvre un petit bureau dans le Bordelais. Je vais passer très vite là-dessus. Pour nous aider à nous faire vivre tous, mais ça le fait pas. Ça le fait pas, on est 5 débutants, etc. Et donc, en fait, on va prendre des petits chantiers techniques à côté de ce que nous faisons en communication, en plus de ce que nous faisons en communication, qui vont constituer la dérivation vers le futur univers de Pentalog, la première branche. Plutôt informatique, ou IT. Parce qu'on est en 95, des choses comme ça. Ouais, là, on crée en novembre 93. Donc, ça fait exactement 30 ans pour simplifier. On vient de fêter les 30 ans, en même temps pratiquement qu'on vendait cette entreprise. Et donc, en fait, ce qui se passe à ce moment-là, c'est la première dérivation vers ça, même si le business model actuel de l'entreprise, il n'est pas initié à ce moment-là. À ce moment-là, on prend quelques chantiers pour nous faire vivre, on fait un peu de travaux informatiques à côté. Pendant 2 ans, à peu près, on va faire ça, jusqu'à s'apercevoir qu'il y a tout un univers dans cette orientation-là qu'on connaît, et qui est celui que j'entends chez moi, chez mes parents depuis toujours. Au fond, j'ai pas fait ça au départ, parce que c'était le métier de mon père, quoi. Je pouvais pas faire la même chose, quoi. Oui. Là, en opposition, mais mon père, à ce moment-là, nous a, voyant qu'on tirait le diable par la queue, etc., nous a sous-traité quelques missions qui ont été fondamentales pour propulser la chose, pour propulser ce qui allait devenir Pentalog. Alors, ça reste des petits dossiers qui tombent de façon parfaitement au bon moment, parce qu'il y a des difficultés, ils m'aident quand il faut, etc. Mais fondamentalement, l'entreprise va se redéployer, se reconfigurer, développer une première filiale dans ce sens-là, etc., chercher ses clients par elle-même, etc. Et on va probablement être dans les premiers de France à aller massivement sur les technologies du web. Et on va y aller d'une manière un petit peu différente de beaucoup d'autres. On va y aller par le produit software plus que par le process intérieur des entreprises. On va pas aller on va faire des applications internes des entreprises, on en fait, je dis pas qu'on n'en fait pas. Mais ce qui va nous intéresser très vite, c'est l'univers digital qui est en train de se créer, parce que là, j'avance un petit peu dans le temps, on est autour de 98-99, on parle du web, des levées de fonds, etc. On est pré-explosion de la bulle Internet, on est avant l'explosion de la bulle Internet. Nous, on commence à fréquenter ce monde-là. Nos équipes sont passionnées par les technologies qui commencent à exister là-dessus. Et je dirais que dans notre région orléanaise, on est un martien, quoi. Il n'y a personne d'autre qui fait ça. Le premier. Voilà. Et on le vend à Paris. Paris est autant ma ville française qu'Orléans. C'est-à-dire que depuis ces années-là, je passe énormément de temps à Paris. Toutes les semaines, je suis à Paris. J'étais toujours un peu sidéré quand je voyais des entrepreneurs de notre région qui me disaient que c'était compliqué, etc., alors qu'ils avaient une ville-monde à portée de main, à 1 heure. Oui. Et je trouve que c'est quand on se dit que tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur, quand tu réalises pas ça, il faut te poser la question, quoi. Si tu réalises pas ça, il y a un problème, quoi. Oui. Donc nous, on avait cette ville-monde qui était là. Donc elle va nous aider. On
on commence à développer une clientèle, mais c'est réellement pour arriver au business model qui a propulsé Pentalogue, il faut se retrouver en 98. Je deviens à mon tour professeur à l'Université d'Orléans, je redonne. Je fais un cours sur les technologies du marketing, basiquement. Aujourd'hui, on appellerait ça marketing digital, mais à l'époque, on l'appelle un peu différemment. Et puis, je suis le premier à faire ça, évidemment, dans la région. Et puis, par la suite, je rencontre des étudiants dans ce cours qui viennent d'autres pays. Je réalise que c'est vrai que je n'ai pas fait d'international à ce moment-là. C'est quelque chose qui commence à me travailler. En même temps, on est en train de vouloir réentreprendre quelque chose dans l'entreprise. C'est une période de bouillonnement. Dans l'entreprise. On veut créer un produit logiciel. On n'a pas l'argent pour le faire. On a ces jeunes que je rencontre qui sont des Erasmus, etc., qui viennent de pays de l'Est, qui sont paumés, qui n'ont pas de stage, etc., etc. Et on va regrouper les deux. On va avoir l'idée de regrouper les deux choses. Et notre produit logiciel qu'on veut construire, sur lequel on est en train de lever des fonds, etc., on va en fait se dire, allons le développer en Roumanie. Il y a d'autres pays qui nous passent par la tête, mais allons le développer en Roumanie. Ça nous coûtera moins cher. Et derrière, on verra bien. Ce produit, on l'a lancé, il a existé. Mais il était très très difficile à porter parce que c'est un produit extraordinairement novateur qui est arrivé un peu tôt. Le timing est à ce moment-là extrêmement important. Et donc en fait, on va au bout de quelques années arrêter ce produit, mais garder l'équipe. Voilà. C'est intéressant ce que tu dis parce que de ce que je retiens et qui m'a marqué, c'est ce côté être entrepreneur, c'est arriver à faire, si tu veux, se coïncider ou créer des collisions entre des idées ou des choses qui, à la base, n'avaient pas à être reliées. Là, tu dis, je donne ce cours, je rencontre des étudiants internationaux, en même temps, j'ai ma boîte, je commence à réfléchir. Tout ça, pour moi, c'est plein de petits signaux et qui sont peut-être pas du hasard, mais qui sont justement t'arrives, toi, à en faire une équation, à en faire un puzzle qui, à la fin, donne un produit, un modèle économique, etc. Voilà, arriver à, sans être spécifiquement en veille, mais en tout cas être ouvert à chaque fois et se dire, tiens, ça rentre dans le cerveau, dans la tête, et puis quelque part, à un moment donné, ça va redonner quelque chose. En tout cas, c'est ça que j'ai entendu là. On évolue dans la complexité du monde. Ce que tu décris, c'est la complexité du monde. Et en fait, toi, en évoluant dans cette complexité du monde, tu dois trouver les dérivations que tu dois faire, tout en essayant de rester stratégique. C'est-à-dire que je crois qu'il faut rester stratégique. Il faut repérer les opportunités, mais rester stratégique. Il faut avoir envie d'aller quelque part. Et ensuite, ta route, c'est la route qui va t'amener des opportunités. Voilà, je pense que c'est un peu ça. Quand on est fin des années 90, du coup, à ce moment-là, t'es toujours en charge du graphisme? Non, t'es déjà... Non. C'est toi maintenant qui bosses sur la gestion, la stratégie. Ouais. Comment ça s'est fait en fait au fur et à mesure? C'est que t'as pris un leadership naturel ou pas? Ou vous en avez discuté? Ou comment vous vous êtes dit, à un moment donné, si on veut passer de cette boîte de 5 personnes à quelque chose de plus important, il va falloir qu'on soit structuré, qu'il y ait des rôles définis. Comment ça s'est fait, tu vois? Parce que c'est une question pour les auditrices et auditeurs qui se disent, on se lance, souvent avec des gens qu'on connaît ou qui ont des compétences complémentaires, mais à un moment donné, il y aura un palier qui va faire que les rôles vont évoluer, les responsabilités. Et ça, c'est comment ça se déclenche. Enfin, pour toi, en tout cas, comment ça s'est déclenché? Je pense que j'ai toujours été plutôt le leader du groupe. C'était pas nouveau. Mais vers 28-29 ans, par là, etc., on a une première base. Donc, on est autour de 98-99. On a une première base qui est cette petite trentaine de personnes, 25-30 personnes à Orléans. Et à Bordeaux. Mais quand, à partir de 2000, donc on ouvre en Roumanie, on construit ce produit. Et là, on réalise, en fait, en allant là-bas, on voit ce monde qu'on ne connaît pas, qui est encore une fois à portée de main. C'est-à-dire que ce que je découvre en allant en Europe de l'Est, c'est un monde à 2h30 de Paris, 3 heures de Paris, qui est complètement vierge, qui a la même culture que nous. Et sur lequel il est si facile d'agir, de travailler avec, etc. Je pense qu'à ce moment-là, naît chez nous une idée de l'internationalisation de l'entreprise. À partir de ce moment-là, c'est vraiment là que ça naît, c'est en 2003. C'est-à-dire que pendant les premières années où on est en Roumanie, on construit ce produit, c'est tout. On n'a rien changé au business model de l'entreprise Pentalogue. Ce n'est qu'à partir de 2003 qu'on fonde, donc ce business model, il a 20 ans, donc. C'est 10 ans après, on est 10 ans après l'origine. Et là, on fonde quelque chose où on comprend
On comprend que le web va désarticuler les relations clients-fournisseurs dans le monde, les désintermédier, les révolutionner. Et donc, appliqué à nous-mêmes, qu'est-ce que ça donne? Ça donne le fait que si nos sites de production peuvent être loin d'un client français, nos sites de production peuvent être peut-être plus proches d'un client autrichien, peut-être plus proches d'un client allemand, peut-être, etc. Et donc, en fait, les manières anciennes de travailler vont exploser avec la capacité universelle de travail et de livraison que constitue le web. Et Pentalog est une des premières entreprises françaises, à l'époque, à comprendre ça et à le mettre en équation pour ses clients, en l'orientant en particulier vers ceux qui construisent des produits digitaux. Je reviens à cette notion où c'est ceux-là qui nous intéressent plus que de faire le système d'information d'un très grand groupe du CAC 40. À l'époque, c'est pas du tout ce qui nous intéresse. Ça nous intéresse maintenant, mais à l'époque, c'est pas du tout ça. Oui, c'était pas le positionnement initial pour l'entreprise. Ok. Donc du coup, vous faites ce shift, fin des années 90, début 2000. Comment tu structures, encore une fois, j'ai beaucoup de questions sur la partie structuration, mais parce que dire on a une équipe dans un pays de l'Est, il faut aussi quelqu'un pour gérer ou pas? Est-ce que tu as été toi, tu as exploré? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans l'équipe qui y allait? Comment tu fais ça? Parce que il y a cette différence entre je crée la boîte, on est 20, 25, au même endroit, tu as une émulation, sure. Et après, hop, j'ouvre un autre site, alors avec toutes les questions que ça peut faire poser à l'équipe initiale, enfin en tout cas au siège initial, et puis comment on va gérer là-bas, et puis eux, comment ils vont se sentir sous la bannière Pentalog. Il y a toutes ces questions-là aussi qui reviennent pour faire en sorte que ce soit un succès, en fait, tout simplement. Déjà, on est 5. Déjà, à la base, tu te souviens qu'on est 5. Ouais. Et en plus, on a toujours cru à l'ouverture du capital de l'entreprise. Donc, Pentalog est une entreprise qui ouvrait tout le temps son capital. Donc, qui engageait très fort des personnes. Des fois à tort. Au début, on ne savait pas le faire. Au début, on a raté. Oui, c'est comme les recrutements. Il y a des erreurs qui sont faites. On ne savait pas le faire. Et puis après, on a appris à le faire. Et parmi ces gens-là, à un moment donné, il y a eu un très jeune type à l'époque qui a 5 ans de moins que nous. Et qui est toujours dans la boîte, qui s'appelle Éric Gouin. Et Éric, à un moment donné, qui a fait un stage d'été. Éric, c'est tout le contraire de moi à la base. C'est-à-dire, c'est un premier de la classe, qui a fait ses classes préparatoires, voilà. Et puis, mais alors, c'est un premier de la classe un peu spécial. Hein. Je peux pas tout vous dire, mais la manière dont il arrive chez nous, elle est quand même assez raffinée. Mais ça le regarde. Et donc, en fait, il fait un stage d'été. On s'entend, mais formidablement bien. Et à la fin de ce stage, il reste pour un job complémentaire. C'est lui qui fait le premier site de Pentalog en 98. Et puis en 99, il faut qu'il parte parce qu'il finit son école. Il est ingénieur en acoustique. Et il me dit, je pars pas si c'est moi qui pars en Roumanie. D'accord. Voilà. Il y connaît rien. Je connais pas encore beaucoup le pays. Ouais. Je sais qu'il a beaucoup moins d'expérience que moi. Et je suis le fou qui dit oui. D'accord. Voilà. Donc, je suis le fou qui dit oui parce que je peux pas lui dire à l'époque comme ça, parce que sinon, tu vois l'impact sur les chevilles, quoi. Un gars qui a 20 et quelques années. mais c'est un diamant. Et c'est un diamment. Et si c'est le prix, si mon prix n'est qu'un risque, il faut que je prenne ce risque. Si mon prix n'est qu'un risque, c'est pas sûr qu'il se plante. Il faut que je le prenne. Voilà. Et parce que peut-être qu'avec ce mec-là, je vais faire beaucoup, beaucoup plus. Voilà. Et donc Eric part là-bas et va poser les bases de Pentalog Roumanie. Alors, il l'a pas fait tout seul. Il y en a d'autres qui l'ont rejoint par la suite. Et voilà. Ok, bon, c'est super intéressant. Donc, c'est une personne nouvelle, finalement, pas un des 5 qui a ouvert. Vous n'avez pas ouvert que là-bas. Non. Comment après ça s'est fait, effectivement, cette stratégie d'expansion? Est-ce qu'il y avait une stratégie d'ailleurs ou est-ce que c'était de l'opportunité? Ouais, non, mais comprendre en fait, à cette époque-là, le mot globalisation est sur toutes les lèvres. Comprendre, et en fait, peu de gens font exactement le lien sur le fait que la machine de la globalisation, c'est l'Internet. Donc nous, en revanche, on le comprend ça super, super vite. Et donc, à partir de quelques années où on a instauré cette relation entre la France et la Roumanie, on se rend compte que l'Allemagne a exactement les mêmes problématiques et on commence à aller en Allemagne. Pentalog Deutschland commence sur ces bases-là. Et puis, par la suite, on se rend compte que... alors, c'est beaucoup, beaucoup plus tard, mais
c'est moi-même qui vais porter sur moi le fait d'ouvrir aux US en 2013, où je pars à Boston. Et puis, en 2016, on achète une boîte à New York. En même temps qu'on fait les US, personne ne va en Angleterre, mais on y va régulièrement. On a noué des bases, bases là-bas. L'Angleterre est un pays qui compte beaucoup, tout le UK compte beaucoup dans les revenus du groupe aujourd'hui. Alors qu'on a eu très tard notre premier salarié. C'est un pays qu'on est arrivé à traiter sans problème depuis la France, tellement c'était facile. C'était facile, tellement l'esprit britannique était ouvert. Au business. C'était facile à faire depuis la France. Enfin, voilà. Donc, c'est très tardivement qu'on a eu des gens sur le terrain UK, tout en faisant des millions et des millions là-bas. Voilà. Ok. Et alors, dans cette stratégie d'internationalisation, comment tu fais aussi pour développer le business? Parce que, là, on voit qu'on ouvre des pays et on y recrute des équipes, mais à un moment donné, il faut aussi du business en face. Tu portes encore toi le business, il y a une équipe, il y a une stratégie. Comment vous faites pour développer tout simplement l'entreprise? Il y a une réponse marketing à ta question. C'est-à-dire que le marketing des services B2B à cette époque-là existe très peu alors que le besoin est énorme. Et donc, on est un des premiers à utiliser le web pour nous-mêmes, pour vendre à nos clients. Comme je te parle du UK, c'est très précisément ce genre de choses. On a vendu en Allemagne de cette façon-là, on a vendu aux US de cette façon-là. Ce n'était pas suffisant à long terme. Pourquoi ? Parce que les autres allaient rattraper avec des moyens plus vastes. Ça allait devenir compétitif, cette affaire-là. Mais à un moment donné, on est un des rares à pénétrer dans l'univers des clients par des tactiques web pour vendre des services B2B en plusieurs centaines de milliers d'euros. Le truc dont je me souviens probablement le plus fort, c'est le premier client qui nous passe une commande à plus d'1 million, qui est, je ne sais plus où il est ce client, il est à Philadelphie. On n'a rien à Philadelphie. Non, je dis une connerie, c'est pas à Philadelphie. Mais c'est par là, c'est dans ce coin-là. Et ce client, en fait, avant qu'on le voie, il nous a commandé 7 millions d'euros de services. D'accord, tout à distance. Voilà, que à distance. Et, voilà, et avant qu'on le rencontre la première fois, on a mis en place des revenus de 7 millions d'euros. Donc, à cette époque-là, on arrive avec du marketing digital à faire purement et simplement des miracles. Ce qui est devenu plus difficile parce que plus compétitif, parce que tout le monde le fait, etc. Et donc, par la suite, il va falloir non seulement faire ça, faire évoluer les tactiques. Je ne veux pas donner un cours de marketing. Il y a des gens qui le feraient beaucoup mieux que moi en plus. C'est plus tout à fait ma spécialité. Mais qui vont compléter. Derrière, il a fallu compléter ça de forces de vente qui sont restées assez contenues à Pentalog. C'est-à-dire qu'on avait... Chez Pentalog, un commercial fait à peu près 10 millions de revenus. Ce qui est énorme. Ouais, c'est pas mal. C'est ce que font les grands. Ouais. Ouais. Quand tu te compares aux autres boîtes qui font les mêmes activités, plutôt IT. Voilà. Okay. Alors justement, tu as parlé de ça, tu as parlé de vente avant même d'avoir rencontré les personnes physiquement. C'est des choses qui étaient pas entendables, imaginables il y a 15 ans, 20 ans. Avec le Covid-19, le développement de la visio, c'est des choses qui se font de plus en plus. Est-ce qu'à ce moment-là, vous avez connu justement des freins, des choses qui ont fait que c'est allé pas aussi vite que tu voulais, si on compare à aujourd'hui, ou pas du tout? Parce que tu parlais de Boston, tu parlais de l'Europe de l'Est. Ouais. Non, franchement, je pense que il n'y a pas eu beaucoup de freins sur ces tactiques-là. Ces tactiques, elles grandissaient en même temps. En fait, on était en train d'inventer un marketing des services B2B qui n'existait pas. Et je pense qu'il n'y a pas de frein à ce moment-là parce que tu peux être que positivement surpris. À ce moment-là, c'est conquérir des espaces nouveaux avec des moyens nouveaux. Donc, quelque part, si tu targetes bien, tu fais l'affaire. On avait des taux de succès. Un exemple à nous donner pour ceux qui voudraient comprendre, c'était quoi, par exemple, t'avais un scénario d'email ou de trafic ou ouais, mais c'est vieux et ça marcherait plus tout à fait comme ça. Ça marcherait plus comme ça, mais effectivement, ouais, on développe en fait des outils de tracking qui à l'époque sont même les nôtres, ils n'existent pas. Donc on développe des outils de tracking à nous parce que ça n'existe pas. Donc oui, on va faire ça, on va faire de la relance derrière, ouais, tout à fait. Ouais. Donc il
des choses là-dedans qui sont celles qu'on fait toujours aujourd'hui. Mm. Mais sauf que probablement on les invente et que comme toujours quand tu inventes un truc, il y a des gens qui vont faire pareil et qui vont le faire même beaucoup mieux. Tu vois, voilà. Mais ça c'est le voilà. Alors quand je dis on invente, on est sans doute plusieurs milliers, dizaines de milliers dans le monde à faire ça en même temps. Mais disons qu'on on n'est pas très nombreux et la plupart de mes pairs me disent mais non, ça peut pas marcher. Et ils me disent ça peut pas marcher. En fait, faut se souvenir qu'à l'époque, une société d'ingénierie de technologie, en gros, elle trouve ses clients dans un rayon de 30 km. Quoi, tu vois, voilà. Et d'un seul coup, je leur explique que non, je travaille en Bavière, je travaille aux États-Unis, je travaille en Angleterre. Ça leur fait drôle. Alors justement, par rapport à ça, comment tu fais à ce moment-là pour ouvrir les esprits des clients français qui se disent moi je veux des ingénieurs français et pas d'Europe de l'Est ou d'un autre pays. Est-ce que tu vois des réticences à ce moment-là ou est-ce que pas du tout, vous êtes totalement transparent dès le départ et ça passe? Alors, il y a une notion de prix dedans. Nous on est transparent. Tout ce que je fais, c'est en fait toujours voilà. Ce qu'on fait, c'est toujours empreint de transparence. Il n'y a jamais chez nous le fait de dire tiens, on va vous vendre ça à 1 000 € jour, et puis en fait, c'est fait dans un endroit où ça coûte 100. Non, chez nous, ça n'existe pas. Tout est toujours absolument transparent. On tient absolument à ce que nos équipes développent leurs relations avec leurs clients. Ce serait absurde. Ils ne pourraient pas développer une telle relation si c'était non transparent. Donc, dès le départ, c'est transparent. On a quelques réactions de ce genre, mais dans l'univers des produits technologiques, pas trop. Oui. Pas trop, parce que c'est eux, ils doivent aussi exporter leurs services. Oui. Ils doivent exporter leurs produits. Il n'y a pas de frontières. Il n'y a pas de frontières. Ils sont dans le même rapport. En revanche, des fois, il y a un réflexe de dire oui, mais on va travailler mieux à proximité. Oui, mais les ingénieurs français sont meilleurs, etc., etc. Mais au fond, moi, je veux bien qu'on me réponde sur le process. Je veux bien qu'on me réponde sur la qualité de formation des gens. Mais je veux pas qu'on dise un Français c'est meilleur qu'un Roumain ou un Moldave ou n'importe quelle nationalité du monde. Ça, pour moi, c'est pas possible. À ce moment-là, je suis un citoyen du monde. Quand quelqu'un, et je suis toujours, et quand quelqu'un réagit comme ça me fâche, quoi. Et aujourd'hui, je peux leur dire sans problème que les plus beaux centres R&D d'Europe au niveau des produits software sont en Europe de l'Est. Oui. On n'avait pas tort. Et c'est pas une point, parce que ça peut être un frein dans la vente, en tout cas, dans la démarche commerciale. Est-ce que du coup, tu dis on met en place quelque chose en disant mais l'équipe, vous allez la rencontrer, on vous envoie la visiter, ou à l'inverse, elle vient vous voir, parce que celui qui te dirait, tu vois, c'est plus simple si on est à proximité. Est-ce que vous mettez en place quelque chose? On mettait en place, vous dites juste, on avait des process. Pentalogue est une entreprise qui donne l'impression d'être... c'est très curieux, parce que je m'aperçois au fur et à mesure que je te parle que je donne l'impression de pas mal d'opportunisme, de dire on va là, on fait ça, etc. Et oui, on ouvre des dérivations par moment, mais en fait, en réalité, on suit un axe. La transparence, c'est dans les valeurs. La loyauté, c'est dans les valeurs. Loyauté à l'égard des gens, à l'égard du client, à l'égard de... etc. Tout ça, c'est à fond dans les valeurs. Et donc, également une stratégie. À partir d'un certain moment, on comprend enfin ce que c'est que la stratégie. On comprend aussi qu'on a une culture. En fait, heureusement, on découvre la stratégie après qu'on ait constitué une culture. Ce qui fait qu'on va garder nos valeurs. Un noyau dur. Ouais. Voilà. Ce qui fait qu'on va garder nos valeurs, mais tout en apprenant à comprendre où est-ce qu'on va. Et pourquoi c'est là qu'il faut aller. Alors là, de ce qu'on comprend, c'est que tu as ce profil créatif, créateur, en tout cas explorateur, qui ouvre des opportunités pour Pentalogue et pour les boîtes. Comment tu fais aussi, parce que si toi, tu es happé quelque part par ces idées, cette stratégie, les ouvertures, comment tu fais pour structurer derrière ou avoir des équipes qui, après, font ce qui est souvent le cap compliqué pour l'entrepreneur? Là, c'est pas moi. C'est passer du créateur au gestionnaire. Mais voilà, là, c'est pas moi. C'est-à-dire que au fond, je pense que je suis resté un assez mauvais manager, mais que mon rôle a toujours été dans le leadership. Et en fait, à un moment donné, il faut comprendre que en tant que leader, créateur, fondateur, il faut que tu laisses les managers prendre le pouvoir dans une boîte. Et donc, en fait, à un moment donné, mais tard, hein, il m'a fallu des tonnes d'erreurs, de divagations, de mauvais caractère, etc., pour comprendre qu'il faut laisser la main aux managers. Ils savent mieux faire que toi. Ils ont le retrait qu'il faut pour comprendre les problèmes. Ils arrivent à me vendre que non seulement on doit être une entreprise qui doit se certifier ISO, mais en plus, on doit être au top mondial de la qualité sur ce qu'on fait. Et c'est les chemins qu'on va prendre. La qualité, ça va être
Ça va être ce qui fait notre marque de fabrique et ce qui nous a permis de nous développer. Et ça, sans ces gens-là, ça ne marcherait pas. S'il n'y avait que moi, ce serait un désastre. Voilà. Et ce serait plein de choses ouvertes, mais qui n'étaient pas structurées. Absolument. Et donc là, il y a plein de gens dans l'entreprise qui sont aujourd'hui les gens qui ont dirigé les opérations de production, la qualité, les réseaux, le système interne de production de l'entreprise. Et chacun à son niveau, l'administration et la finance de l'entreprise, pour les collaborateurs, chacun à son niveau a délivré une machine d'excellence. Voilà. Tout ce que je leur ai demandé, moi, c'était de délivrer un truc d'excellence. Okay. Voilà. Et c'est plus moi. Alors, comment tu finances tout ça? Est-ce qu'à un moment donné, comment tu passes d'une agence de 5 ou de 20-25 sur les premières années après un groupe de 1300? C'est-à-dire que, est-ce qu'à un moment donné, tu parles de capital aussi, mais est-ce qu'il y a des levées de fonds, des subventions, des financements? Comment tu fais? Parce qu'il faut mettre de l'essence dans le moteur pour avancer. Donc, il faut investir pour avoir après des retours. Est-ce que l'activité était suffisante pour financer ces développements, ou est-ce qu'à un moment donné, il y a eu besoin d'appui et d'essence justement dans le moteur? Alors, on ne connaissait rien à la finance corporate. Ouais. Rien. Néanmoins, on est une boîte qui s'aperçoit qu'à côté de ses résultats, elle a besoin de capital pour se développer. Et donc, régulièrement, on parle à des gens et on les invite à nous rejoindre. Ce n'est pas des levées de fonds au sens comme on va en parler par la suite. On ne sait pas valoriser la boîte. On sait pas. Il y a plein de choses qu'on ne sait pas faire. On se rend compte qu'on a besoin d'argent pour se développer un peu. Donc, plusieurs fois, on reprend c'est l'équivalent de quelques centaines de milliers d'euros max sur tout l'ensemble de l'histoire de l'entreprise. Et à partir du moment final, très peu. Voilà, très peu. Très peu. Et au moment où où l'entreprise est bien processée, donc à partir de 2008 par là, etc., l'entreprise fait des cash qui sont suffisants pour lui permettre de développer tout ça. Et l'entreprise pourrait même devenir, sur la base de tout ça, beaucoup, beaucoup plus grosse si elle levait des fonds, si surtout elle s'ouvrait. On a choisi de ne pas s'ouvrir à cette époque-là au champ des entreprises. On irait faire du système d'information, ce que je disais tout à l'heure. Et pendant très longtemps, on reste focus. Nous sommes d'une certaine manière le Capgemini, le Accenture des startups. Nous sommes des startups, des plateformes digitales, des nouveaux médias digitaux, etc. C'est ça qui nous intéresse et c'est ce qu'on veut faire. Et donc, pendant très, très, très longtemps, on en reste à là. Sinon, on aurait pu être, je pense, beaucoup, beaucoup plus gros. Oui. Ouais. Plus tard, j'en fais pas une erreur. J'en fais pas une faute à proprement parler, parce que ça nous a permis de développer un savoir-faire unique. Ça nous a permis d'amener un niveau de qualité qui n'existait pas chez nos confrères. Voilà. Donc, okay. Pourquoi à un moment donné une croissance externe? Oui, ce que je t'ai dit tout à l'heure sur New York. Sur l'achat. Ouais. Parce qu'aux États-Unis, les États-Unis, c'est gigantesque. On va pas assez vite. Moi, je suis parti en mode, j'appelais ça sac à dos 5 étoiles, parce qu'il faut bien dormir. Surtout quand tu as du décalage horaire, que tu le fais souvent. Et, voilà. Mais je me déplaçais beaucoup, même si je mets un point de départ à Boston, je me déplaçais quand même beaucoup sur le territoire américain, régulièrement sur la côte Est. On avait des clients sur la côte Ouest, pardon. On avait des clients sur la côte Ouest aussi, la plupart sur la côte Est, mais c'était compliqué. Et donc, à un moment donné, on a décidé de racheter une entreprise, effectivement, à New York, une petite entreprise qui faisait quelques millions de dollars de chiffre d'affaires. Et qui va constituer en fait notre fenêtre sur les US, beaucoup plus que ce que j'ai fait jusqu'à ce moment-là, moi, avec une autre personne qui me donne un coup de main également à Boston. C'est pas pérenne. C'est déjà quelques millions. Oui. Ça a eu le mérite de faire démarrer, de faire des trucs super intéressants avec des boîtes fantastiques. Mais par contre, voilà, ça reste un truc qui est quasiment un one-man show, et encore un one-man show à temps partiel. Donc, je ne peux pas continuer comme ça. Et il faut que je fasse un choix par rapport à ma vie personnelle, etc. Et donc, je décide de revenir en Europe, donc de racheter une boîte, et c'est comme ça que ça se passe. D'accord, ok. Ouais. Donc, le fait d'aller aussi plus vite, et puis de peut-être partir avec... Non, parce que vous avez utilisé l'image Pentalogue, quand même. Les deux au début, la nôtre au début, rapidement que la nôtre, et voilà. Ok. Avant de passer à la dernière partie, parce que je vois l'heure qui tourne, c'est quoi la plus grosse galère dans
les 30 années qui viennent de se passer, que tu as pu avoir dans le business? Je déteste cette question parce que j'ai l'impression d'avoir que des bons souvenirs. Et je mens pas vraiment en disant ça. C'est certainement pas vrai. C'est des horreurs, j'en ai vécu. Des très mauvais moments, j'en ai vécu. Pour moi, si je suis vraiment... Moi, je pense que je suis quelqu'un qui a dominé son affectivité, mais ça a été très difficile. Ça serait certainement des choses où des gens me font du mal. Des gens, par leur comportement, me font du mal, me déçoivent. Un jour de décembre 99, tout le monde se souvient, tous ceux qui ont un certain âge se souviennent de la tempête du 26 décembre 99 qui, chez nous, arrache le toit de l'endroit où on est. À l'époque, on a des serveurs locaux. Y a pas de cloud. Et donc, quelque part, c'est l'entreprise qui est pulvérisée ce jour-là. C'est un désastre. Moi, je suis en Roumanie en train d'ouvrir l'autre, exactement dans ces jours-là. Donc, tu te demandes, est-ce que je garde le truc que je viens d'ouvrir? Ça n'a aucun sens d'aller mettre de l'argent là-dedans alors que tu es mort à côté, quoi. Et on va se débrouiller, on va naviguer à vue pour le faire. Aujourd'hui, c'est un bon souvenir. Certainement que c'est une galère monstre. Certainement que c'est une galère monstre. Mais je ne sais pas si mon esprit les efface, les retransforme, etc. Mais je peine énormément à sélectionne. Mais je sais que si je devais raconter quelque chose, ça serait du personnel. Ça serait quand des gens font quelque chose qui, au fond, n'est pas à la hauteur de notre relation. C'est ça qui me touche le plus. Et je crois encore aujourd'hui. J'ai essayé de me soigner, mais je crois il m'en reste encore un peu. Oui, puis surtout dans un secteur du service, où finalement la valeur elle est créée aussi par l'homme, et donc c'est surtout la relation qui compte. Super. On passe à la dernière partie. Comment tu as fait pour vendre ta société et c'est quoi la suite pour toi? Alors, on a parlé tout à l'heure un petit peu en introduction. Pentalog, tu as vendu, enfin, vous avez vendu la société à sa 30e année. Voilà. Comment ça s'est passé? Est-ce que c'était une opportunité? Est-ce que c'était dans le plan? Je parlais de stratégie tout à l'heure. Voilà. Et puis, comment tu vis ça? Puisque j'ai coutume de dire ici, quand on vend une société, on vend aussi une histoire, un pan de vie. On a certes un chèque, plus ou moins gros selon les entreprises, mais on perd aussi une équipe, du pouvoir, un statut, une vie, des souvenirs. Donc voilà, comment toi, tu as dealé avec ça? Comment ça s'est passé? Comment ça s'est construit? Alors d'abord, c'était dans le plan. D'abord, c'était dans le plan initial. Des premiers jours, tout comme... alors ça, on me l'a rappelé plus tard que c'était dans le plan. J'avais oublié que c'était dans le plan. Mais quand on a acheté le château des Hauts à Orléans, il paraît que j'avais dit en 94 par là, un jour on sera tous dans un château, et c'est Aymeric Libaud que tu as déjà reçu ici, qui m'a rappelé, qui travaillait, qui faisait partie de ce groupe, et qui m'a rappelé que j'avais dit ça, un jour. Et de la même manière, j'avais dit qu'on vendrait quand on serait dans la cinquantaine. Et je leur avais proposé ce truc-là pour avoir le droit de faire autre chose. C'est-à-dire que aussi fort que ce soit, aussi passionnant que ce soit, aussi intime, franchement, que ce soit, si tu continues, tu feras rien d'autre. Et donc, en fait, quand tu vends ta boîte, en réalité, tu achètes. Tu achètes le droit de faire autre chose. Tu n'es pas plus riche. Ta boîte, tu n'es pas plus riche. Ta boîte, elle avait la valeur que tu as pour l'argent. Et tu perds en liberté. Il y a plein de trucs que tu payes avec ta liberté, etc., à cet instant précis. Et donc, en fait, je dirais que pour moi, c'est avant tout ça. C'était le droit, la possibilité de faire autre chose. Est-ce que tu aurais eu un regret si tu avais fait que Pentalog tout au long de ta vie, ta carrière? J'en sais rien, mais je sais ce que je veux faire. Je sais ce qui m'anime maintenant en tant qu'entrepreneur. Aujourd'hui, je suis cadre, je suis à l'intérieur, je suis un des top execs en Europe de Globant. Je suis Executive VP for Northern Europe chez Globant. C'est un territoire fantastique. Je merci de me faire confiance, là-dessus. Et c'est une structure entrepreneuriale hallucinante. C'est une croissance annuelle moyenne en 20 ans de 1400 personnes par an. Il n'y a pas beaucoup de monde qui raconte ça. Tu peux nous donner des chiffres pour comprendre la taille de... Ouais, Globant, c'est 28 000 personnes dans le monde. Donc, c'est vraiment... c'est la boîte. C'est la boîte par laquelle on désire être acheté. Je suis en train de donner tous les éléments de la réponse, mais pas de la manière dont je voulais le faire. En fait, ce que je voulais dire, c'est que non seulement c'était voulu au départ,
depuis le début. Mais il y a un moment donné à partir duquel on arrive, ça y est, on est en phase it's money time. Tu connais cette expression en basket qui veut dire c'est le moment où il faut y aller, faut faire la différence. Et donc ce moment où c'était money time pour nous, et c'est pas au sens, c'est au sens où la cloche sonne pour dire si tu veux réaliser ton plan, c'est maintenant que tu dois faire les choses. Tu dois appuyer dessus. Donc en fait, en 2018 à peu près, on se dit, voilà, on rentre. Moi j'ai 48 ans, on arrive aux portes de ce qu'on avait défini, et donc là, il faut se préparer. Ça se fait pas en 5 minutes. Et donc dans cette période-là, on est déjà aux US, etc. L'enracinement américain, c'est donner le UK, l'Allemagne et les États-Unis. C'est l'univers anglo-saxon, c'est l'univers de l'excellence des produits, et des produits software en particulier. Donc on a targeté ces 3 pays. Ça y est, on y est. C'est fait. Ouais. Sinon, donc, tu penses que vous n'auriez pas été intéressant si vous n'étiez pas sur ces 3 marchés? En tout cas, moins dans les radars d'un Globant ou d'un autre. On avait peut-être que si, mais en tout cas, on avait besoin. Si la fin de l'histoire se terminait avec un Européen, on était moins intéressant. Ouais. Il se trouve qu'on n'a pas terminé avec un Européen. Mais à ce moment-là, je ne le sais pas. Ceci dit, en parallèle, on regarde quelles sont les entreprises qui ont la meilleure croissance du monde dans notre univers à nous, qui ont la meilleure efficacité, le meilleur ratio croissance-rentabilité au monde. Et parmi eux, il y a Globant. Donc, à partir de ce moment-là, il y a 4 boîtes dans le monde sur lesquelles on se benchmark tout le temps. D'accord. En 2019, on commence à chercher un fonds américain pour faire la même chose que ce qu'on a fait commercialement, c'est-à-dire mettre de l'anglo-saxon dans notre finance. Donc, à partir de ce moment-là, on cherche un fonds anglo-saxon, on prend une banque d'affaires américaine, pas française, on prend une banque d'affaires américaine pour trouver un fonds anglo-saxon que de préférence on ne connaît pas, et qui va, et si possible dans l'univers du SaaS, alors qu'on n'est pas une boîte de l'univers du SaaS, qui va pouvoir nous amener vers des structures de valorisation qui soient parmi les meilleures du monde. Donc tout ça se construit. Je dis souvent que, en fait, créer une boîte, c'est un peu d'aveuglement, c'est à la portée de n'importe qui. La faire grandir, c'est déjà autre chose. La faire survivre, parce que des fois, il faut qu'elle survive. Comme l'épisode que je racontais tout à l'heure, c'est survivre. Et il y a plein d'épisodes survie. Oui, le toi qui parle. J'en ai pas parlé, mais il y a plein d'épisodes de survie, évidemment. La faire survivre, c'est particulièrement difficile. La faire grandir, c'est extrêmement difficile. Mais la vendre, c'est le plus difficile de tout. Parce que tu vas t'ouvrir, tu vas te mettre à livre ouvert sur quelqu'un qui, a priori, est encore plus grand que toi, encore plus fort que toi, et qui va te juger. Qui est concurrent. Et qui est concurrent. Donc ça demande énormément ça demande énormément de préparation intellectuelle, de qualité dans tout ce que tu as fait dans tes opérations, etc. etc. Tu vas être reconnu par quelqu'un de plus fort que toi. Et Globant, c'est ça pour moi. J'ai aucun mal à le dire. Et je les admire. Et deux, tu vas avoir un renoncement affectif gigantesque. Donc, il n'y a rien de plus difficile. Ni techniquement, ni émotionnellement, il n'y a rien de plus dur que de vendre sa boîte. Parce que tu l'as fait avec des gens remarquables, parce qu'il y en a qui sont arrivés encore tout au long, tu viens de les connaître. Quand tu es 1400 personnes, il y a des gens, tu viens de les connaître, et tu sais, toi, à ce moment-là, que tu vas les lâcher dans peu de temps. Enfin, que si tu vas essayer de ne pas les lâcher, tu vas faire tout ce qu'il faut dans le process derrière pour que ça se passe bien, mais tu vas devoir lâcher prise. C'est pas simple. Ouais, et tu parlais tout à l'heure de liberté, parce que c'est souvent une des motivations à créer une entreprise. Là, tu perds aussi quelque part un peu de liberté quand après tu es vendu à une autre entreprise. Oui, parce qu'on pourrait se dire que j'ai un travail fou, etc. Mais j'ai toujours un travail fou. Et en revanche, bien sûr que faut pas se raconter l'histoire. D'un seul coup, je travaille à l'intérieur d'une entreprise cotée au New York Stock Exchange, qui a un niveau de pratique dans notre univers qui est fantastique. Donc, j'ai évidemment énormément de travail toujours. En revanche, je
j'oriente beaucoup moins, évidemment. J'oriente plus la destinée de Glone. Peut-être un petit peu, je participe dans cette région. Mais d'un seul coup, quelque chose change dans ton format, dans ta liberté d'action, dans ce que tu veux faire, dans ce que tu veux présenter à ton board, etc. Tout ça, tu le perds. Et quelque part, je l'avais regagné ailleurs. C'est-à-dire que, il y avait des choses où j'avais posé des jalons, en accord complet, évidemment, avec et mes associés, et plus tard avec Globant dans les discussions, parce que pour pas risquer l'effondrement émotionnel et finir vraiment sur le divan, quoi. Ouais, mais c'est un vrai sujet, parce que tu fais 20 ans, 30 ans de carrière, et au final, en fait, tu cèdes, mais pour faire quoi? Ou qu'est-ce que tu sais? Est-ce que tu as des passions derrière? Est-ce que tu as d'autres choses qui t'intéressent? Là, donc, tu as parlé de ça, tu as commencé à parler un petit peu des investissements. Il reste 3-4 minutes. Est-ce que tu veux nous en parler, justement, de ce que tu as commencé à faire en parallèle? Est-ce que c'est un avenir pour toi qui t'intéresse, ou est-ce que c'était des opportunités ou des beaux projets qui t'intéressaient sur le moment? Oui, au long de ma carrière, j'ai fait plusieurs fois des pas de côté par rapport à Pentalog. J'ai commencé dès 99, j'ai fait un truc dans le vin en ligne, etc. Enfin bref, j'ai toujours eu des pas de côté comme ça. On a eu le fonds Pentalabs, on a fait plein de choses qui nous permettaient de faire d'autres choses. Mais effectivement, une de mes passions a fait naître une entreprise que tu connais aussi, que tu as reçue aussi. Oui, parce que Samuel est passé sur ce podcast. Qui est CarsUp. Ouais. Alors là, je ne vais pas refaire l'émission que tu as fait avec lui, ça n'aurait qu'un intérêt. Mais effectivement, je suis aujourd'hui le chairman, le président du board de CarsUp. Et on est en train de je pense, réellement de disrupter l'univers du monde du luxe automobile sans être constructeur. Donc, c'est-à-dire que c'est par le design des services qu'on est en train de réellement révolutionner quelque chose qui va concerner l'univers de l'automobile de luxe. Et c'est un espace qui, pour moi, est absolument passionnant, avec des gens nouveaux. Et c'est un peu ça, l'idée d'avoir le droit de faire quelque chose de nouveau. C'est ça, mais c'est d'autres choses. Je suis heureux d'avoir découvert une nouvelle région. Je suis heureux. Il y a plein de choses que j'ai envie de faire, que je vais avoir la possibilité de faire, et c'est ce qui est essentiel. Okay, donc tu retrouves cette émulation créative du début dans d'autres projets. Je suis également sur un autre board. Juste après l'émission, j'ai un board avec une autre start-up. Et voilà. Ça marche. Bon, bah écoute, merci Frédéric. Passionnant. Et bon, voilà, il nous faudrait des heures et des heures avec cette expérience très, très riche. Donc merci de ma part et au nom des auditrices et auditeurs. Il me reste deux questions à te poser avant de te laisser. La première, c'est maintenant avec le recul que tu as, ça veut dire quoi pour toi être entrepreneur ou entreprendre? Ça veut dire, je l'ai dit à plusieurs reprises, ça veut dire être libre. Ça veut dire prendre des risques en étant conscient que le risque, c'est l'envers de la chance. Si tu ne prends pas des risques, tu ne te donnes aucune chance d'avoir de la chance. Et tu ne mérites pas d'en avoir. Voilà. Donc, l'entrepreneur, c'est quelqu'un qui prend des risques, mais c'est juste parce qu'il est meilleur en maths que les autres. Il a compris qu'on ne perdait pas dans chaque risque qu'on prenait, qu'on avait des chances de gagner, et qu'en fait, on gagne plus souvent qu'on perd. Voilà. Donc, c'est quelqu'un qui a compris la mécanique des risques, qui a compris la complexité du monde, et qui a compris que sa liberté allait être le moteur de son succès. Ok, bah écoute, très bien. Moi, j'ai une autre analogie qui est celle du sport et de si tu rentres pas sur le terrain, tu risques pas de marquer. Exactement. Si tu rentres sur le terrain, tu peux marquer, mais tu peux aussi perdre. Voilà. Ok, très bien. Dernière question, c'est maintenant que tu l'as vécu, tu me conseillerais qui, toi, de ton réseau, avec qui tu pourrais me mettre en relation pour ce podcast, pour faire une émission ensemble? J'y ai pas pensé avant. Je te dirais bien mon ami Philippe Chénieux. Ouais, Philippe. Ok. Et tu peux nous dire un peu plus de son activité? Philippe, il est aujourd'hui le CEO de la Centrale des particuliers, mais auparavant, il a été l'extraordinaire dirigeant de Made.com. Qui a connu des clients de Pentalog. Ouais, qui était client de Pentalog. Ça a été une tragédie pour Pentalog quand Made est morte. Philippe était parti depuis un moment, parce qu'on avait vécu l'histoire de cette aventure d'une manière fantastique. J'avais connu Philippe avant, quand il était CEO de Mythic et qu'il avait succédé à Marc Simoncini.
Voilà, je te recommanderais volontiers de parler à Philippe. Bon, bah écoute, super. C'est noté. Un grand merci à toi. Un grand merci aussi à vous tous, chers auditrices, chers auditeurs, pour votre fidélité, pour vos messages, qu'ils soient privés ou publics. Vos commentaires, vos notes sur Apple Podcast, Spotify, Deezer. Voilà, c'est pour vous chaque semaine que je partage ces épisodes avec un ou une entrepreneur qui vient nous faire gagner des années d'expérience. Merci à vous tous. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à la semaine prochaine. Bye. C'était Comment t'as fait, les rencontres d'entrepreneurs, le podcast pour comprendre comment celles et ceux qui entreprennent ont fait. À très vite pour de nouveaux épisodes.